Une pauvre fille noire épouse un homme de 70 ans. 10 jours plus tard, elle découvre son secret. Le soleil du matin projetait une teinte dorée sur les faubourgs poussiéreux du village. Mais pour Ayana, 12 ans, il n'y avait aucune chaleur dans cette lumière. Elle se tenait pieds nus sur le vieux plancher en bois de la hutte de sa grand-mère, vêtue d'une délicate robe blanche qui avait appartenu à la fille de quelqu'un d'autre. Son voile la démangeait. Ses yeux étaient secs, non pas parce qu'elle n'était pas triste, mais parce que son corps était déjà à court de larmes. Dehors, une petite foule se rassemblait. Les femmes chuchotaient. Les hommes détournèrent le regard. Ils savaient tout ce qui allait se passer. Elle était sur le point d'épouser Monsieur Elliot Langston, un homme blanc, presque 6 fois plus âgé qu'elle, un étranger de 70 ans venant d'un autre monde, d'un autre pays, d'une autre vie. Un homme qui parlait à peine la langue locale. Un homme aux cheveux argentés, aux yeux froids, et à la poignée de main qui lui donnait la chair de poule. Mais il avait de l'argent. Et la famille d'Ayana n'en avait pas. Il y a 2 semaines, son petit frère était tombé malade, fièvre, frissons, crise incontrôlable. La clinique avait refusé de l'admettre sans paiement. Sa mère avait supplié. Elle avait vendu sa machine à coudre, son alliance, et même les livres scolaires d'Ayana, mais ce n'était pas suffisant. C'est à ce moment-là qu'Elliot est arrivé. Il séjournait dans un lodge privé dans les montagnes. Un vieil investisseur américain, disait-il, mais personne ne savait pourquoi il était dans leur région. Il n'était pas missionnaire. Il ne parlait ni de Dieu ni de charité, mais il avait de l'argent. Et lorsqu'il avait vu Ayana marcher pieds nus dans le marché, achetant des médicaments avec des pièces de monnaie, quelque chose dans son regard s'était attardé. Le lendemain, il s'est présenté chez eux avec une offre. Une dot suffisamment importante pour couvrir le traitement de son frère et lui laisser suffisamment pour le loyer, la nourriture et les vêtements pendant 1 an. Sa mère avait refusé. Elle avait crié, jeté des objets, mais à la tombée de la nuit, l'état de son frère avait empiré. Il n'avait pas le choix. Et Ayana, à peine sortie de l'enfance, avait murmuré, « Je le ferai ». La cérémonie était petite. Sa grand-mère avait attaché un fin fil de perles autour de son cou. Elliot, vêtu d'un costume noir coûteux, arborait un sourire subtil. Il ne dit rien, sauf oui, lorsque l'aîné lui demanda s'il prenait Ayana pour épouse. Elle ne dit rien du tout. Il n'y eut pas de baiser, juste un hochement de tête, puis le silence. Cette nuit-là, Ayana était assise au bord d'un lit propre dans une étrange maison d'hôte. Elliot était assis en face d'elle, lisant un livre dans une langue qu'elle ne comprenait pas. Il ne s'approcha pas, ne la toucha pas, lui tendit simplement un bol de soupe et dit « Tu devrais manger ». C'était la première fois qu'il lui parlait directement. Sa voix était douce, trop douce. Cela la troublait. Cette nuit-là, il dormit dans la chambre d'Axe en grave côté, verrouillant la porte entre eux de son côté. Ayana resta éveillée, tenant une photo de son frère et se demandant « Que veut-il de moi, si ce n'est ce que tous les autres ont murmuré ?» Les jours qui suivirent furent les plus étranges de la jeune vie d'Ayana. Elle s'attendait à de la cruauté, à l'obéissance, au silence, mais au lieu de cela, Elliot la traita comme du verre, non pas fragile par pitié, mais précieux. Il lui donna une chambre à elle, lui apporta des robes propres et des couleurs douces, lui servit le thé à 16 heures précises chaque jour, avec du miel et un petit biscuit enveloppé dans du lin. Il ne la toucha jamais, il n'éleva jamais la voix, ne la regarda jamais comme les autres le faisaient, et cela, d'une certaine manière, rendit tout encore pire. Elle ne savait plus à quoi s'attendre. La 3e nuit, elle jeta un coup d'œil à travers la porte entr'ouverte de la bibliothèque. Il était de nouveau là, comme toujours, assis dans le même fauteuil marron, lisant sous la lumière dorée d'une vieille lampe. Mais cette fois, elle vit quelque chose d'étrange. Il se regardait dans un miroir, ne se rasait pas, ne brossait pas ses cheveux. Il fixait simplement son visage, qui semblait fatigué, plus pâle que d'habitude. Ses lèvres tremblaient légèrement, comme s'il murmurait quelque chose dans sa barbe. Ayana ne pouvait pas entendre. Elle recula. Le lendemain matin, Elliot l'invita à marcher avec lui sur le sentier forestier derrière le pavillon. Il lui donna des bottes, une écharpe, un carnet. « Tu devrais écrire, dit-il, même si ce ne sont que tes pensées. » Ayana plissa les yeux. Pourquoi ? Parce que les histoires donnent un sens aux choses. Il marqua une pause, puis ajouta doucement « Je pense que tu en auras bientôt besoin. » La façon dont il le dit, comme s'il savait quelque chose qu'elle ne savait pas, la glaça au 5e jour. Ayana remarqua autre chose. Elliot gardait une pièce fermée à clé au bout du couloir. Une lourde porte en bois avec une poignée en laiton qui ne tournait pas.
Elle demanda une fois. Il sourit faiblement. Certaines portes ne sont pas encore prêtes à s'ouvrir. Mais Ayana n'était plus une enfant. Elle avait été pauvre. Elle avait vu la mort. Elle avait dit adieu à l'innocence. Le jour où elle avait porté une robe de mariée destinée à quelqu'un de 3 fois son âge, cette nuit-là, alors qu'Elliot allait en ville, elle crocheta la serrure à l'intérieur. Elle trouva un musée de secrets. Des photos étaient alignées sur les murs. Des enfants, venant de dizaines de pays différents. Certains souriaient, d'autres non. Chacune avait une date sous son cadre. Certaines dates étaient marquées d'un X. Certaines n'en avaient aucune. Dans le coin de la pièce, une malle en bois. À l'intérieur, d'autres cahiers, des lettres. Elle en sortit une. « Cher Marasol, tu as probablement 17 ans maintenant. Je pense toujours à toi. Ton rire. J'espère que tu as gardé le violon. Désolé, j'ai dû partir si tôt. » Une autre lecture pour Chika. Les étoiles étaient toujours plus brillantes quand tu chantais. J'espère que tu as trouvé ta mère, que tu chantes encore. Et une autre, fraîche, à peine âgée d'1 semaine. Pour Ayana, tu ne sais pas encore, mais tu le sauras. J'espère juste que je vivrai assez longtemps pour te voir sourire vraiment. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Elle serra le papier, les yeux écarquillés. Pourquoi son nom était-il là? Pourquoi lui avait-il écrit une lettre d'adieu avant même qu'elle ne le trouve? Elle se retourna et faillit crier. Elliot se tenait dans l'embrasure de la porte. Il était rentré tôt. Son expression n'était pas en colère, juste fatiguée. « Je suppose qu'il est temps que tu saches, dit-il. Ayana serra la lettre contre sa poitrine. Savoir quoi? Elliot s'appuya sur le chambranle de la porte en expirant lourdement. Je ne t'ai pas épousé pour moi, dit-il. Je t'ai épousé pour toi. Ayana se tenait figée dans la pièce faiblement éclairée, tenant toujours la lettre qui lui avait écrite. L'air lourd était rempli du parfum du bois de cèdre et d'autres choses. Des souvenirs estompés. Elliot entra dans la pièce et ferma doucement la porte derrière lui. Il ne la gronda pas pour avoir déverrouillé la porte. Il ne demanda pas pourquoi. Au lieu de cela, il se dirigea vers l'une des photos sur le mur, l'image d'une fille en robe jaune riant, les bras grands ouverts sous un arbre en fleurs. Son nom était Amira. Il dit doucement qu'elle venait du Maroc. Elle bégayait, mais quand elle lisait de la poésie, on jurait que Dieu lui-même parlait à travers elle. Il sourit, mais cela ne dura pas longtemps. Elle mourut à 14 ans du paludisme. Son village n'avait pas d'eau potable. Il désigna un autre lion du sud de la Chine, abandonné à la naissance. J'ai payé ses opérations. Elle voulait devenir infirmière, mais elle n'y est pas parvenue non plus. La bouche d'Ayana trembla. Sont-ce toutes des filles que tu as épousées? Demanda-t-elle. Non, répondit-il fermement. C'étaient toutes des filles. J'ai trouvé des filles en danger, vendues, oubliées, jetées. Je n'en ai épousé aucune. Il se tourna pour lui faire face pleinement. Tu es la première. Les yeux d'Ayana se plissèrent, puis « Pourquoi moi ?» Elliot se dirigea vers une petite chaise et s'y installa avec un soupir qui semblait porter 70 ans de regret. Parce que tu allais te marier de toute façon, tu ne le savais juste pas encore. Son cœur se serra. Il continua. J'avais entendu des rumeurs dans le village. Un homme d'affaires étranger, un Russe, achetait des femmes sous la table. Des filles encore plus jeunes que toi. Ta famille était endettée. Il allait venir voir ta mère avec une offre. Ayana rétorqua en trébuchant. Tu mens. J'aimerais bien. Sa voix se brisa alors légèrement. Je savais que je n'avais que 2 options, laisser cet homme te trouver en premier ou arriver avant lui. Ayana fixa de nouveau les murs. Ce n'étaient pas des trophées, c'étaient des mémoriaux. Pendant l'heure qui suivit, Elliot lui raconta tout. Comment il avait passé les 20 dernières années à parcourir le monde à la recherche de filles vulnérables dans des situations désespérées, des orphelines, des enfants des rues, des filles abandonnées, et à faire le peu qu'il pouvait. Parfois, il payait leur scolarité. Parfois, il construisait des puits et des villages. Parfois, il les adoptait légalement. D'autres fois, le système rendait cela impossible, alors il travaillait tranquillement, silencieusement, hors enregistrement. Ayana l'interrompit une fois. Pourquoi ne pas utiliser ton argent publiquement pour construire une organisation, une école? Tu es riche, n'est-ce pas? Il sourit amèrement. J'avais vendu la plupart de mes biens pour financer ces missions, mais même l'argent a des limites. Quand la loi protège les puissants et punit les pauvres,
j'ai appris très tôt que le seul moyen d'atteindre des filles comme toi, piégées dans des endroits que le monde avait oubliés, était d'y aller moi-même. Il la regarda droit dans les yeux. Je t'ai épousée parce que c'était la seule façon de gagner du temps pour te protéger, pour te donner un choix que tu n'aurais jamais eu. Cette nuit-là, Ayana ne dormit pas. Elle s'assit près de sa fenêtre, les jambes tirées contre sa poitrine, la lettre toujours dans sa main. Elle pensa à la vie qu'elle avait presque vécue, à l'homme américain silencieux qui lui avait donné un contrat au lieu d'un commandement, une épingle au lieu d'une cage, un choix au lieu de chaîne. Et elle réalisa quelque chose qui lui fit mal à la poitrine. Il ne l'avait pas sauvé parce qu'il le devait, il l'avait sauvé parce que personne d'autre ne le ferait. Le lendemain matin, Elliot n'était pas au petit déjeuner, ni sur le banc du jardin, ni à la bibliothèque. Ayana frappa à la porte de sa chambre, mais il n'y eut pas de réponse. Sa main tremblait alors qu'elle l'ouvrait lentement. Il était là, allongé paisiblement sur le côté, toujours dans sa robe pâle, calme, toujours parti. Les médecins diraient plus tard que c'était une insuffisance cardiaque congestive. L'échec, il le savait. C'est pour ça qu'il était dans son pays, c'est pour ça qu'il avait agi plus vite que d'habitude, c'est pour ça qu'il l'avait choisi. Il était en train de mourir et ne voulait pas quitter ce monde sans donner une seconde chance à une dernière fille. Dans son tiroir de chevet, Ayana trouva une enveloppe scellée qui lui était adressée. Il était écrit « Ayana, si tu lis ceci, je suis parti, mais ce n'est pas grave, j'ai vécu ma vie, maintenant il est temps pour toi de vivre la tienne. Tu trouveras des documents dans le bureau. Ton nom est maintenant sur tout ce que je possède. Des terres, des économies, des biens. Mais le plus important que je te laisse, ce n'est pas de l'argent, c'est la liberté. Ne le gaspille pas. » Elle pleura pour la première fois, non pas par peur, mais par amour. La nouvelle de la mort d'Elliot Langston se répandit rapidement. Au début, ce fut un murmure parmi le personnel nombreux, un appel à un avocat en ville. Puis, elle se répandit comme un incendie dans le village. Les gens arrivèrent à la porte d'entrée avec des fleurs, les mains jointes, avec des questions qu'ils n'osaient pas poser à voix haute. Mais ce à quoi personne ne s'attendait, c'était le testament. Dans les jours qui suivirent, un avocat arriva en voiture noire, serrant un portefeuille scellé. À l'intérieur se trouvait un testament manuscrit, notarié et juridiquement contraignant. Ayana, à peine 12 ans, était répertoriée comme l'unique héritière d'Elliot. Les villageois étaient stupéfaits. Certains murmuraient des bénédictions, d'autres marmonnaient des malédictions. Sa mère s'évanouit dans la cour. Les anciens se rencontrèrent en secret, les enfants pointaient du doigt depuis les ruelles. Comment cette fille pouvait-elle posséder la terre maintenant, disait-il. Elle n'était qu'une pauvre personne. La semaine dernière, il l'a épousée seulement pour tromper le système. C'est de la sorcellerie. Mais Ayana n'a rien dit. Elle n'a pas parlé, pas pleuré. Elle n'a pas couru. Elle a juste écouté tranquillement, comme Elliot le faisait. À l'intérieur de la loge, elle était assise dans sa bibliothèque, seule, en train de lire les mêmes livres qu'il avait lus autrefois, en mangeant la même soupe préparée pour elle. Le silence était bruyant, mais cela ne la dérangeait plus. L'avocat d'Elliot, une femme nommée Miss Barrow, revint le 3e jour avec un dossier de documents. « Il y a assez d'argent pour vous durer jusqu'à l'université et au-delà, dit-elle doucement. Vous n'avez rien à décider maintenant, mais nous devrons nommer un tuteur légal pour superviser la succession jusqu'à ce que vous soyez majeur. » Ayana leva les yeux. « Est-ce que je dois partir ? » « Non, » répondit Miss Barrow, surprise. « Cette maison est à vous. Elliot a clairement fait comprendre que vous pouviez rester aussi longtemps que vous le souhaitiez. » Ayana s'assit, la vérité frappant par vagues. Elle avait son propre lit, ses propres livres, ses propres clés et maintenant, ses propres décisions. La première qu'elle prit choqua tout le monde. Elle rouvrit les registres d'Elliot et ordonna à Miss Barrow de retirer une partie de ses fonds restants, non pas pour elle-même, mais pour les enfants du village. Elle ordonna des réparations pour la clinique qui avait autrefois rejeté son frère. Elle fit construire une école là où elle vendait des herbes dans la poussière, et elle donna des instructions discrètes selon lesquelles toute fille de moins de 14 ans ne pouvait plus être mariée légalement, non pas sans être signalée à un nouveau registre géré par sa succession. Certains l'ont qualifiée de dangereuse, d'autres de maudite, mais certains ont commencé à l'appeler autrement. La fille qui est revenue avec le feu. Un après-midi, Ayana se rendit seule au cimetière, à la sortie de la ville. Elle porta un cadre photo, le préféré d'Elliot, celui d'un miroir sous un arbre en fleurs, et le plaça à côté de sa pierre fraîche. Elle murmura « Tu n'étais pas mon mari, tu n'as même jamais été mon père. » Elle s'agenouilla,
les yeux pleins de puissance silencieuse. Tu étais mon phare. Le vent traversa les arbres. Les semaines passèrent, puis les mois. Le lodge devint un sanctuaire, pas seulement une maison. Un endroit où les jeunes filles pouvaient lire, où elles pouvaient dormir sans crainte, où elles pouvaient guérir. Une fille, Fatima, âgée de 9 ans, avait été sauvée de fiançailles forcées. Une autre, Binta, âgée de seulement 11 ans, s'était cachée d'un oncle violent. Elles trouvèrent le chemin des portes d'Ayana et Ayana les laissa entrer, non pas en tant que reine, ni sauveuse, mais comme l'une d'elles. Puis, un soir pluvieux, Ayana trouva une dernière enveloppe cachée dans l'une des couvertures du livre d'Eliot. Il était écrit simplement « S'ils viennent te chercher, n'aie pas peur ». Elle l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait une liste de noms, de dates, d'adresses, de dizaines d'hommes, de fonctionnaires, de diplomates, de criminels, certains liés au mariage d'enfants, au trafic et au milieu de la pègre. Eliot se battait en silence depuis des décennies. Il n'avait pas seulement sauvé des filles, il avait documenté les monstres. Le cœur d'Ayana battait fort au bas de la lettre. Sa dernière ligne manuscrite était « Utilise ta voix, Ayana, brûle l'obscurité. Ils ne peuvent pas tuer la lumière quand elle sait qui elle est. » Et c'est alors qu'elle prit sa deuxième décision. Elle ne se contenterait pas de construire des maisons, elle créerait un mouvement. 1 an plus tard, le monde connaissait son nom. Ayana Langston n'était plus une jeune mariée dans un village oublié, mais une voix mondiale pour les filles comme elle. Son histoire devint virale lorsqu'un journaliste de Lagos vint enquêter sur des rumeurs selon lesquelles une fille de 12 ans avait hérité de la propriété d'un étranger. Ce qu'ils découvrirent était plus que des gros titres. Ils trouvèrent une révolution. Ayana était devenue non seulement plus grande mais forte. Sa voix était toujours douce, mais maintenant, quand elle parlait, les ministres écoutaient. Quand elle écrivait, les gens partageaient. Quand elle entrait dans une salle d'audience, les trafiquants tressautaient. Avec la liste d'Eliot et l'aide de Mademoiselle Barrow, Ayana lança le rapport Langston, un dossier détaillé et terrifiant dénonçant les réseaux internationaux de mariage d'enfants, des fonctionnaires qui acceptaient des pots de vin et des villages qui vendaient leurs filles aux enchères à huis clos. Certaines personnes ont essayé de la faire taire. Ils ont menacé, piraté, menti, mais c'était trop tard parce qu'Eliot ne lui avait pas seulement laissé une maison. Il lui avait laissé des preuves, un plan, et surtout, il lui avait laissé une armée. Des survivants. Des enseignants silencieux, des donateurs de son passé maintenant inspirés à parler, se tenir debout et financer son avenir. À 14 ans, Ayana avait parlé aux Nations Unies. À 15 ans, elle avait contribué à modifier la législation de 3 pays africains, rendant le mariage des enfants de moins de 16 ans puni par le droit international. À 16 ans, elle était retournée dans son village, non pas avec des gardes ni des caméras, mais seule. Elle se tenait devant l'école qu'elle avait construite, entourée de filles qui riaient, apprenaient, vivaient. Elle souriait. « J'avais peur du silence, leur dit-elle. Maintenant, je sais que c'est dans le silence que nous devenons forts. » Une fille leva la main. « Es-tu une reine maintenant ?» Ayana rit. Nombre de reines portent des couronnes. Elle se tapota la tempe. « Moi, je porte le feu. » Cette nuit-là, elle s'assit dans l'ancienne bibliothèque d'Eliot, maintenant remplie de livres, de dessins, de lettres de filles sauvées. Elle alluma une bougie, écrivit dans son journal et murmura à la nuit. « J'espère que tu me vois maintenant. » Une brise traversa la pièce, et pendant une seconde, elle aurait juré avoir entendu la voix d'Eliot. « Je l'ai toujours entendu. »